Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode où on va s'intéresser aux mythologies du Grand Nord. Les mythes des peuples de l'Arctique, n'ont pas vraiment de grands dieux, mais plutôt une foule d'esprits avec plus ou moins une grande importance. Tout animal, toute chose possède une âme, ainsi que d'étonnantes facultés de transformation. Le corbeau est l'animal souvent considéré comme de mauvais augure et occupe les mythes de la création du monde avec un rôle très privilégié. Quant aux Inuits, qui vivent en majorité au Groenland, mais également au nord de l'Alaska et en Sibérie, leurs mythes mettent l'accent sur le rôle héroïque du chasseur et sur la nécessité d'apaiser les âmes des animaux tués. Même si les mythes des peuples de l'Arctique varient d'une ethnie à l'autre, tous sont inspirés du climat et des conditions de vie qui sont assez impitoyables. Ils portent la marque d'un monde violent dans lequel les esprits et les êtres humains cohabitent au point que le passage d'un monde à l'autre est possible à tout moment. C'est aussi pour cela que le rôle du chaman est essentiel car il sait mettre en communication ces deux mondes. Un des mythes de la création raconte qu'il y avait au tout départ un vieillard et un jeune garçon, Tengen, qui décidèrent de créer les hommes. Ils prêtrirent des poignées de terre et soufflèrent dessus. Les hommes ainsi créés avaient la tête couverte d'herbe et ne s'en plaignaient pas. Tengen se mit alors à écrire pendant 2 ans et leur donna l'écriture. Mais comme il ne parlait toujours pas, le vieil homme se transforma en corbeau et croissa. Les hommes l'imitèrent et leur langue se délia. Chez les Tlingits, c'est le corbeau Yel qui a pêché le monde et qui a transformé les esprits en animaux et en hommes. Souvent, le corbeau est accompagné par son camarade l'aigle qu'il dupe, bafoue et avec lequel il rivalise. Il va le charger de travaux pénibles. C'est une relation assez voisine de celle du renard et du loup de nos fables. Comme je l'ai dit plus tôt, les esprits sont très importants. L'esprit de la lune, par exemple, est chez les Inuits un dieu chasseur et un guerrier farouche. Il représente la fertilité, mais aussi la rectitude morale. Malina, la déesse du soleil, et son frère Aningan, le dieu lune, vivaient ensemble au premier temps du monde et partageaient leur jeu. Mais un beau jour, alors qu'ils jouaient dans l'obscurité, Aningan viola sa sœur. Au cours de la lutte, la lampe à huile se renversa et Malina barbouilla de graisse noire le visage de son frère. Indignée, elle se coupa les 2 seins et les jeta derrière elle en lui criant « Puisque tu aimes mon corps, voilà de quoi manger ». Puis elle s'enfuit aussi vite qu'elle put au milieu d'une tornade de neige et s'envola. Elle fut poursuivie par son frère jusqu'au dans le ciel, où elle devint le soleil. Pendant ce temps, Aningan continuait sa poursuite et devint la lune. Depuis, la lune n'a jamais cessé, et c'est la raison pour laquelle la lune et le soleil se succèdent régulièrement dans le ciel, à l'exception des moments où Aningan parvient à rattraper sa sœur et la viole à nouveau, ce qui sur Terre occasionne une éclipse. Aningan est si préoccupé par sa course qu'il en oublie de manger, et c'est pourquoi il maigrit de plus en plus. Mais pendant 3 jours par mois, il disparaît dans l'obscurité et en profite pour se nourrir à nouveau. Sedna est l'esprit de la mer. D'après son histoire, c'est l'un des mythes cruels caractéristiques des terres arctiques, sur lequel va sonder l'histoire du monde et de sa souffrance. Sedna est une jolie jeune fille inuite et refuse de se marier. Mais un jour, son père va la donner malgré elle à un chasseur de passage richement vêtu, mais dont le visage était dissimulé par un capuchon. Sedna protesta vigoureusement, mais rien ne peut empêcher qu'elle soit hissée à bord du kayak de ce mystérieux époux. Au bout de longues heures de mer, le couple atteignit un îlot sur lequel Sedna ne put apercevoir le moins d'igloo, ni la moindre cabane. L'époux se dresse alors en face d'elle et abaissa enfin son capuchon. Sedna découvrit alors horrifiée qu'il s'agissait d'un corbeau, dont le nid était perché au bord de la falaise. La jeune femme tenta de fuir, mais son époux l'installa sur le rebord de la falaise, d'où elle ne pouvait bouger. Alors Sedna commença par crier, désespérément appelant son père qui finit par entendre sa voix, portée par le vent glacial. Pris de remords, il s'embarqua à son tour pour se porter au secours de sa malheureuse fille. À son arrivée, Sedna sauta joyeusement dans le kayak de son paternel. Après plusieurs heures de voyage, Sedna aperçut un point noir à l'horizon. Le corbeau était lancé à sa recherche. Son père essaya bien de l'assommer à coups de rame, mais il le manqua. Le corbeau se mit alors à battre la mer de ses ailes, déclenchant une effroyable tempête. Le père de Sedna, terrorisé, jeta la fille par-dessus bord. Sedna pleura et hurla, nagea jusqu'au kayak et supplia son père de le reprendre à bord. Au lieu de cela, il coupa ses doigts gelés à coups de rame pour lui faire lâcher prise. Aussitôt tombés à la mer, les phalanges de la jeune femme se transformèrent en phoques et en morses, en fonction de leur taille. Mais la jeune femme ne mourut pas, elle sombra tout au fond des eaux où elle devint l'esprit de la mer, et c'est là depuis lors qu'elle vit entourée des animaux qui serviront de nourriture aux hommes. Dans cette nature désolée, où toute culture de la terre est impossible, la seule nourriture provient de la chasse. Or, les animaux qui dépendent directement de l'esprit de la mer ne se laissent pas prendre si facilement. Ils ont une âme et le chasseur doit demander pardon à l'animal de l'avoir tué et s'assurer que son âme a bien rejoint la cohorte des autres animaux afin qu'il ne puisse renaître pour être à nouveau chassé. Pour cela, les gens de l'Arctique pratiquent toutes sortes de rites, dont le plus courant consiste à faire des trous dans la glace pour y enfoncer les vessies gonflées des phoques et des morses tuées pendant l'année afin que leur âme rejoigne les profondeurs marines où vivent les esprits. Dernier esprit, Scylla, l'esprit de l'air.
Elle demeure loin dans le ciel et préside au vent, à la pluie, à la neige qui tombe du ciel. Il existe en plus de cela une multitude d'esprits, esprits animaux, de personnes mortes ou même d'objets que les chamans apprennent à connaître au cours de leur apprentissage. En effet, les hommes se sentent particulièrement démunis face aux éléments et aux difficultés imprévisibles. Dans un univers aussi avare de nourriture et d'abri, on a vite fait de considérer les esprits comme des êtres menaçants. Il faut donc trouver des intercesseurs pour les amadouer, il s'agit des chamans de l'Arctique. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que je ne vous ai pas perdu parmi les contes, que vous avez compris l'essentiel de ces mythes justement du Grand Nord. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour vous, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner pour me soutenir, à laisser un petit pouce bleu et surtout à prendre soin de vous. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, c'était Malicus, ciao ciao.